Les Français sont-ils nuls en management? Manque d'empathie, souffrance professionnelle. On blâme parfois, à tort ou à raison, les managers de l'Hexagone. Déjà, en 2017, lors de la première campagne électorale, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fustigé le mauvais management à la française et du coup fait grincer quelques dents. Et depuis, au fil des sondages, salariés comme dirigeants étrillent régulièrement le système managérial. Mais alors, comment forme-t-on les managers en France? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour mieux manager? Peut-on reformer à des managers déjà en place? Pour explorer cette thématique qui s'annonce passionnante, je reçois aujourd'hui Thomas Labouré. Bonjour Thomas, merci d'être là. Vous êtes le fondateur du cabinet Blooming Partners. C'est bien nous. Qui existe depuis déjà 7 ans. C'est ça. Alors je vais mettre directement les pieds dans le plat. Est-ce que les Français sont nuls en management, comme le président l'avait dit il y a 5 ans? Il faut toujours se méfier des généralisations. Les Français sont pas nuls en management. Je pense Ils sont mauvais. C'est pas ça. C'est qu'il y a deux phénomènes qui se cumulent. Il y a le fait que on a l'habitude en France de n'enseigner que des choses qui se conceptualisent, les règles de grammaire, les définitions mathématiques, et tout ce qui nécessite du tour de main. Vous avez qu'à être assez intelligent pour improviser. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu des phénomènes qui se sont succédés dans les entreprises, notamment la grande mode années 90, années 2000, des ERP, les immenses systèmes d'information qui pilotent les entreprises de bout en bout, qui ont énormément désencapacité les managers du rôle de courroie de transmission, de compagnonnage, d'embarquement des collaborateurs sur un rôle strictement de vérification de conformité. Donc on a un peu coupé les pattes de nos managers et maintenant, quand il n'y a plus de management, on dit les managers, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est peut-être aussi qu'on le leur a enlevé. Donc il y a ce côté un peu culturel et ce côté un peu historique qui font que, de façon générale dans le monde occidental, et je ne suis pas sûr que les Français soient les plus mauvais, on a un déficit de management dont souffrent les managers qui ne sont pas managés, les managers qui n'ont pas les moyens ou la mission d'accomplir leur rôle, et les dirigeants qui ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas en dessous. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, peut-être que les managers sont nuls, français, mais il n'y a pas qu'en France. Et il y a certains managers hors de nos frontières qui sont encore plus nuls que nous, en gros. Alors, le but n'est pas de faire un concours du plus mauvais, c'est pas un concours de lenteur. Mais oui, globalement, beaucoup de gens ont étudié, notamment à partir de 2008, quand on a basculé dans les fameuses générations X, Y, Z, machin, un certain nombre de sociologues se sont dit, c'est marrant quand même ce rapport au travail qui est devenu vachement conflictuel, avec un mélange de « vous êtes très méchant, le monde du travail, vis-à-vis de nous, le monde des travaillés, mais en même temps, vous répondez pas à nos demandes. On vous demande de nous guider, vous le faites pas. » Et on sent qu'il y a plus une histoire de désamour, une histoire de « je t'aime moi non plus » qu'une histoire de conflit. Et ça, effectivement, c'est général dans le monde occidental et Internet n'a fait que moyenner ces tendances et on les retrouve un peu partout. Alors oui, il y a des cultures plus hypocrites, il y a des cultures plus dans le consensus, il y a des cultures plus dans l'apparent consensus et en fait chacun fait ce qu'il veut. Bon, on pourrait faire un panorama européen ou occidental des modes de management ou de mismanagement. Mon point, c'est surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'on a perdu de vue qu'une entreprise, c'est des gens qui entreprennent. Parce qu'on a longtemps regardé le modèle de la grande entreprise, la multinationale, qui a été fondée pendant les 30 Glorieuses ou au 19e siècle, où il y a la Zième génération de dirigeants qui donc continuent sur une espèce d'ère, de tendance, de machin. Et puis subitement, à la fin des années 2000, on a découvert que les gens qui les doublaient, en capitalisation boursière, en attractivité, en part de marché, c'était des startups. Et donc les gens se sont dit, je comprends plus. Il faut des toutes petites boîtes de tech ou il faut des vieilles boîtes d'administration. Je ne comprends plus. Et là, on a commencé à se poser des questions sur c'est quoi le management? C'est quoi un manager? C'est quoi le sens à quoi ça sert? Pourquoi on en a besoin? Mais donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, le problème est avant tout culturel, mais aussi il y a un problème, vous l'avez dit, sur le modèle éducatif. Tout à fait. Quand vous dites il y a les règles, il y a les tables de multiplication, oui. C'est ça qu'il faut changer, c'est ça qu'il faut réformer, ou il faut s'adapter d'une façon différente, sortir de cette éducation un peu basique et essayer de découvrir une nouvelle façon d'apprendre ou de diriger? Alors pour former nos bataillons, pour revenir au sujet que vous portez, oui, je constate que pendant mes études, et j'en ai fait quelques-unes,
on m'a beaucoup enseigné de définitions, de concepts, de principes, pas forcément sottement, pas forcément par cœur, avec de la capacité à mettre en cause, à discuter, à trouver les failles du système, etc. Mais ça restait des choses qui se pensent. Or, il y a plein de choses qui se vivent. On a oublié de mettre l'humain au centre. On a oublié le pragmatique, qui inclut l'humain. Mais on n'apprend pas à jouer de la guitare, à faire la cuisine, à jouer au football, à faire l'amour ou à manager des équipes par correspondance ou en regardant des documentaires ou sur les bancs de l'école. Il y a un moment où il faut descendre dans l'arène, se mettre les mains dedans et se prendre des gadins. La vertu pédagogique du gadin a été fortement oubliée. Et ça, pour le coup, c'est peut-être effectivement pas une spécificité, mais un trait saillant français. On est beaucoup dans l'enseignement abstrait, théorique. Oui. Au point que les gens qui vont faire des choses brillantes, mais qui vont les faire un peu avec leurs mains ou un peu avec autre chose que l'application d'une théorie, je pense au design. Quelqu'un comme Philippe Starck, il n'a pas appris la théorie du design. Mais c'est quelqu'un de brillant et riche, etc. Voilà. Donc on peut réussir. Mais alors à ce moment-là, c'est vu un peu, non pas comme une voie royale académique, mais comme une personnalité un peu hurluberlu qui va réussir à faire des choses atypiques parce que c'est lui, vous comprenez, c'est pas reproductible. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est reproductible. Tout le monde a des talents divers qui ne sont pas que des talents théoriques. Confrontez-vous au réel, vous serez bien meilleur. Ce qui veut dire aussi, dans les entreprises, que c'était une des questions que vous posiez au tout début, comment on reforme les gens qui n'ont pas été formés ou qui ont été formés au management théorique, à la théorie du management. Je pense que la bonne manière de faire, c'est en entreprise d'accepter qu'ils essayent des modes de management différents jusqu'à trouver chaussure à leurs pieds, celui qui convient à leur style, à leurs équipes, à leurs clients, à leurs actionnaires, à leurs donneurs d'ordre, quels qu'ils soient. Mais pour ça, il faut qu'ils essayent. Et pour ça, il faut qu'ils prennent des gadins. Et le fameux droit à l'erreur dont on entend beaucoup parler dans un contexte, oui, vous comprenez, l'agilisation, le machin, le truc, en vrai, ça veut simplement dire ça, c'est sortir de l'idée qu'il y a 36 façons de faire, la bonne et 35 mauvaises. Il y a 36 façons de faire, vous savez quelle est la bonne pour vous et pour les vôtres, mais vous ne le saurez qu'en l'essayant. Essayez, plantez-vous, admettez que vous vous plantez, mais que c'est la faute de personne, c'est que c'était pas le bon fit, et recommencer. La vertu de l'échec, en fait. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de l'éducation, justement, pour que le management soit mieux accepté et mieux appréhendé par les salariés ? Je pense qu'il y a un effet sociétal. On a l'impression que le management est réservé aux gens qui ont fait une business school. Et les gens qui ont fait une business school, c'est ceux qui ont fait une prépa. Et donc, c'est ceux qui avaient les moyens de se la payer. Et puis, ça prend du temps. Et puis, c'est les beaux lycées dans les beaux quartiers. Non. Je trouve que c'est pas vrai. J'ai plutôt l'impression que l'enseignement supérieur par rapport à l'enseignement secondaire et les grandes écoles par rapport aux universités sont plutôt en avance sur l'enseignement théorique. C'est bien, mais ça se heurte un peu au réel. Comment on peut faire pour vous mettre en situation ? Alors, on va faire intervenir des praticiens comme profs qui vont venir parler 2 heures, qui vont pas donner un cours, qui vont donner un témoignage. Et puis, on va vous faire des stages. On va vous confronter au réel. Et donc, je pense que paradoxalement, ils ont plutôt eu un temps d'avance dans le fait de faire arriver dans des postes de management des gens qui ont été obligés d'en faire, d'en voir, d'en subir, d'en être victimes et peut-être de se dire plus jamais ça. Mais ils ne sont pas si nombreux. Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour arriver manager. Donc je pense que ce qu'il faut plutôt, c'est démythifier le management, se dire on est tous dans une entreprise, on entreprend un truc ensemble. Comment on raisonne équipe, équipage, bateau, survie, on est sur la même île déserte, il y a à bouffer pour tous, mais si on le répartit correctement, réfléchissons-y ensemble. Il y a un côté collectif dans le management qui ne peut pas être... Qui n'existe plus aujourd'hui. Qui s'est beaucoup perdu. Je l'impute aux ERP, même si ça fait 10 ans qu'on en entend un peu moins parler. Mais ce fait de dire, il y a une manière de faire, c'est celle qui est programmée dans l'ordinateur. Maintenant, soyez conformes. Vous, les humains, conformez-vous à la machine. Et ça, c'est terrible. On perd la pertinence, l'intelligence, l'envie d'être ensemble, la convivialité. Et on est plus fort à plusieurs. Et on est toujours plus fort à plusieurs. Sur ces enjeux de management, justement, comment vous fonctionnez, vous, au sein de Blooming Partners, et de quelle manière ? Nous, on est un cabinet de conseil, c'est-à-dire qu'on a la particularité que tout le monde chez nous est cadre supérieur. Donc c'est tout de suite une population un peu particulière. En plus, c'est des gens qu'on sélectionne sur leur capacité psychologique à détecter des problèmes et à proposer des solutions. Donc c'est des gens qui viennent tous les jours dans mon bureau, on me dirait, tu sais, là c'est un peu nul, les ferons me voudraient plutôt qu'on fasse ça. Donc c'est un peu compliqué à manager. C'est par définition des têtes de pioche, on les a recrutés pour ça, on va pas leur reprocher. Bon. Mais ce sont des diplômés de grandes écoles de commerce ? Pas forcément. Pas forcément. On a comme toujours un peu d'ingé, un peu de business school, mais surtout on a des gens qui ont fait autre chose. On a des gens qui ont fait du design, j'en parlais tout à l'heure. On a des gens qui ont monté des entreprises et qui se sont plantés, la vertu du gadin. Il y a aussi des gens qui ont fait des sciences humaines. La première personne qu'on a recrutée avait fait de la philo et de la psycho.
Parce que justement, on veut ouvrir là-dessus en disant ce qu'il faut, c'est qu'on appréhende la complexité des phénomènes d'entreprise. Et oui, la modélisation mathématique du truc, oui, nous on sait faire. La vieille école, nous on sait faire. Mais il faut la jeune école qui va aussi appréhender l'humain. Et c'est le mix de tout ça qui va nous rendre pertinents. Et en matière de management, ce qu'on s'est dit, c'est... on se présente comme un atelier d'innovation managériale. Donc attention, on est dans une logique extrêmement artisanale de la chose. Et l'artisanat, c'est simple, il y a des maîtres, des compagnons, des apprentis. Mais on n'est pas maître tout seul en disant « je suis plus malin que tout le monde ». On est maître parce qu'on a eu des apprentis et qu'il y a des gens qui disent « wow, vos apprentis, ils sont trop bons ». Mais qui a été votre maître ? Bon, on est maître parce que nos apprentis sont bons. Voilà. Donc on a voulu des apprentis. Et pour qu'ils soient bons, on a dit nous, on a fabriqué un bateau, vous nous avez fait confiance pour vous embarquer sur le bateau. Maintenant, c'est le bateau commun, puis un jour, il faudra qu'il continue à naviguer, même si le capitaine est à la retraite. Donc, comment on fait pour que ça reste un bateau commun ? Donc, un des trucs qu'on fait, par exemple, c'est le jour des fous. 3 fois par an, on part au vert, une demi-journée ou une journée en fonction des impératifs de la production, et on dit à tout le monde, à tous les collaborateurs, imaginons que les 3 fondateurs soient plus là demain, qu'est-ce que vous feriez de la boîte ? Alors évidemment, on ne leur pose pas la question un peu le pourpoint, ils ont eu quelques semaines pour réfléchir avant, sinon c'est un peu de pression. Et ils arrivent avec des solutions, des idées, voilà, on devrait faire ci, ne plus faire ça, investir dans telle solution technologique, pour nous, pour le fonctionnement interne, recruter tel type de profil, aller dans tel type de géographie, j'en sais rien, aller sur tel type de proposition de valeur, machin. Et puis, ils votent. Pas les actionnaires décident, on vote. Assemblée générale, états généraux, on vote pour les 1, 2, 3 projets qui semblent le plus créateurs de valeur interne pour l'entreprise. Et du coup, l'entreprise s'engage à libérer du temps, trouver des moyens et mesurer la progression, mettre en œuvre ou s'arrêter si on voit que finalement ça ne fonctionne pas, c'était une mauvaise idée. Mais c'est un engagement commun de dire nous allons faire ça pour notre intérêt, pour notre bébé qui est Blooming Partners. Et pourquoi ça s'appelle la Journée des Fous ? C'est en hommage à un truc médiéval où, je ne sais plus si c'était pour Carnaval ou une autre époque, les maîtres devenaient les valets devenaient les maîtres, etc. D'accord. Ce qui était un exutoire social formidable pour éviter la tension, justement. Ce qui est important de dire, c'est que les questions managériales, elles sont pas gravées dans le marbre. Non. Donc on peut évoluer d'une façon très pratique dans une pratique managériale, justement, au cours des années. Le management, c'est vivant. Les gens que vous managez aujourd'hui ne sont pas ceux que vous managerez dans 5 ans, parce qu'il y en a qui auront été mutés, qui auront changé de métier. Vous allez en recruter des nouveaux. Vous-même, vous ne serez plus la même personne. Si vous avez un style de management et que vous vous y conformez, vous allez par définition vous planter. Soyez toujours ouvert, souple, essayez des nouveaux trucs. Admettez quand ça ne marche pas et surtout, on ne manage jamais seul. Vous managez vos équipes, en fait, vous managez avec vos équipes. Vous managez avec elles. Ça aussi, c'est rare. On l'entend beaucoup, c'est peu mis en pratique. Notamment parce qu'il y a une espèce de dissonance cognitive. Il y a un impératif descendant qui est faut être agile, adaptable, bienveillant, on en parlait tout à l'heure, adaptatif, collaboratif, machin. Mais maintenant, je veux que ça rentre dans les 3 cases de les parts de marché, le cours de bourse et des indicateurs hyper froids, hyper agrégés, qui ne reflètent pas l'activité quotidienne. Donc se poser la question de finalement qu'est-ce qui fait qu'on est bon en posant la question aux gens qui le font au quotidien. Pourquoi tu te lèves le matin ? C'est quoi tes appétences ? Tiens, comme tu as été bon dans ce domaine-là, on va te faire chef des gens qui font ce domaine-là. Mais j'ai pas envie d'être chef, moi j'ai envie d'être expert. Poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui te fait te lever ? Qu'est-ce qui fait que tu restes ? Pourquoi tu pars pas ? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde pour te garder ? C'est des questions qu'il faut poser. Et les réponses ne seront pas la même d'une personne à l'autre. Et à un moment ou à un autre de leur carrière. Tout ça va évoluer. Et vous arrivez à leur faire entendre ça, certains managers qui sont sur une seule et même thématique, comme vous disiez, qui n'en sortent pas, qui ont un seul style de management. Vous arrivez à leur faire entendre raison, si je puis dire ? Alors, on essaie là aussi de ne pas être dans le didactisme en le prenant pour de la pédagogie, en disant les théories du management disent que, pourquoi ne les appliques-tu pas ? On est plutôt sur je constate que tu fais ça. Je ne sais pas si tu constates quand tu le fais en réunion, mais tes équipes, elles réagissent comme ci, comme ci, comme ça. Est-ce que tu as essayé ça ? Pourquoi n'as-tu pas essayé ça ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on te donne pour que ça marche ? Et puis, ils vont trouver des styles, ou pas. Et on se heurte à des gens qui disent « mais moi, j'ai pas envie ». D'accord. Mon autorité, elle se fonde là-dessus. Là, c'est plus un problème de management pour nous, c'est un problème des gens qui les managent eux. Ouais. Oui, c'est ça. Dire, faut peut-être trouver autre chose à ce moment-là. Peut-être qu'il faut plus te donner de gens à manager. Peut-être qu'il faut que tu sois dans un rôle de représentation extérieure, de capitalisation du savoir-faire de l'entreprise, je sais pas quoi, d'animation interne, administrative des choses, de conserver, de capitaliser. Je sais pas, mais peut-être qu'il faut pas que tu animes. Certains le prennent mal ? Il y a plein de choses à désapprendre, notamment cette idée que la valeur d'une personne se mesure au nombre de personnes qu'elle a sous ses ordres, ou
que bigger is better. Enfin, si tu progresses pas volumétriquement dans le chiffre d'affaires que tu chapeautes, dans le nombre d'implantations géographiques que tu diriges, tu stagnes. C'est pas ça, c'est quelle valeur tu crées. Et peut-être que cette valeur, tu la crées en allant arpenter les campus, en allant tweeter, en allant faire des choses que tu peux faire dans ton bureau, que tu peux faire de chez toi, maintenant qu'on fait beaucoup de distanciel. Et quelle valeur tu crées pour la boîte? Donc ces thématiques nécessitent des cerveaux calibrés d'une façon un peu différente. Il faut peut-être plus de créatifs. Je pense qu'il y a plus de rationnel, plus de scientifique. Enfin, il faut des esprits plus... Il faut plus de mixité. Il faut admettre... La base de l'intelligence collective, c'est d'admettre qu'il y a plusieurs façons d'avoir raison. Et que moi, il n'y en a qu'une seule qui me va, c'est la seule que j'appréhende, ça n'invalide pas les autres. Et que si j'admets qu'autour de la table, Ariane, vous pouvez avoir raison d'une manière qui m'est impénétrable, et moi aussi réciproquement, et que donc si on se laisse agir l'un l'autre, on va couvrir à nous deux un spectre beaucoup plus large que celui que je couvrirais en m'imposant à vous, ou celui que vous couvririez en vous imposant à moi, on progresse. Admettre qu'il y a plusieurs façons d'avoir raison, ça libère. Merci beaucoup Thomas Laboret, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous dirigez le cabinet Blooming Partners et c'était passionnant cet échange sur les Français sont-ils nuls en management. Ils ne le sont pas, mais grâce à vous, ils vont devenir excellents. J'aime bien terminer cette émission par une citation. Mes indices à la production m'ont dit que vous adoriez les jeux. Oui. Alors j'ai essayé de vous faire honneur et j'ai choisi une citation de Nietzsche qui dit « La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant ». Excellent. Ça vous inspire. Merci Ariane. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Formez vos bataillons.